J'avais prévu de faire cette vidéo depuis un petit moment, mais au final le timing n'aurait pas pu être meilleur. Le hasard fait bien les choses, Oda les fait très bien aussi, et une de ses plus grandes réussites reste aujourd'hui encore le mysticisme qu'il a su instaurer sur l'ancienne génération de One Piece. Roger, Garp, Garling, tant de noms qui nous intéressent tant, sur lesquels on ne connaît rien du tout, et qui surtout tournent autour d'un seul et même homme, le pire pirate que les mers aient connu, l'homme qui souhaitait régner sur le monde, Rox Dixebeck. À la tête de l'équipage le plus étrange et terrifiant du Nouveau Monde, aujourd'hui on passe en review tout ce qu'on connaît sur eux. メンバーは船長ロックスを筆頭に若き日の白ひげビッグマムカイドウ Je le rappelle quand même, mais évidemment cette vidéo est une mine à spoil, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille de rattraper votre retard parce que ce qu'Oda nous propose, c'est du jamais vu. Fondés il y a 44 ans par des criminels assoiffés de sang sur la ruche, les Pirates des Rocks ne fonctionnent pas comme leur père sur Grand Line, et en très grande partie à cause de leur capitaine. Personnage le plus anticipé de tout One Piece, malgré le peu que l'on connaît sur lui, ce dernier est ce qu'on appelle très clairement une anomalie, portant la volonté du dit et agissant tel un étrange mélange entre la liberté niaise de Luffy et le génie maléfique de Teach. Rox Dixebeck a un seul et unique but, régner sur le monde. Entrant sur la grande scène d'absolument nulle part et en réalisant un fait d'armes qui n'a jamais été accompli de toute l'histoire, Xebec est potentiellement le seul homme qui surpasse Goldie Roger en termes de puissance, sans être originaire d'un siècle lointain. Son prénom tirant ses origines d'un vrai type de bateau de marchand, Xebec incarne l'image que se fait le monde des pirates, barbare, sanguinaire, sans foi ni loi, que ce soit un amiral, le roi des pirates ou un enfant en face de lui, le moindre duel laisse son adversaire pour mort. Cependant, le capitaine des Rocks est loin d'être qu'un simple tas de muscles, mais bien ce qu'on pourrait considérer comme un révolutionnaire avant l'heure. Débutant sa carrière avec le meurtre d'un amiral, l'infiltration de la Chambre Fleurie et jusqu'à sa mort s'imposant face au gouvernement mondial, les menant presque jusqu'au péril, Xebec est sûrement le premier à redonner vie à la résistance face au GM. Mais malgré sa puissance capable de raser des îles et son savoir dangereux même aux yeux d'Imu, l'alliance des plus puissants combattants de ce monde et sûrement quelques coups bas sont venus à bout de Rox Dixebeck, créant ainsi l'opportunité parfaite pour ce régnant sur la Terre Sainte de faire disparaître de l'histoire l'homme qui les a le plus mis en danger depuis un certain guerrier libérateur. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Xebec ne recrute pas quelqu'un s'il l'apprécie ou a une tête sympa, mais uniquement si celui-ci peut être une arme nécessaire à son rêve. Et l'un des premiers à avoir rempli ces conditions et donc rejoint l'homme le plus fort des mers est nul autre que celui qui hérita de ce surnom, Edward Newgate. Avant même de devenir le rival du roi des pirates et bien avant son intronisation en tant qu'empereur, l'orphelin de l'île du Sphinx et sa puissance inhumaine ont fait de lui l'atout parfait au plan maléfique de Xebec. Bien que leur vision de la vie et leurs objectifs semblent complètement se contredire, rejoindre un tel pirate était sûrement le seul moyen pour Newgate de se mettre à voguer sur les mers. Collaborant tout de même pendant 8 ans avant de voir son capitaine mourir, Barbe Blanche a certainement obtenu son fruit du démon lors de cette période, Xebec en étant un collectionneur. Quant à la suite de sa vie, eh bien je pense que vous la connaissez tout autant que moi. Rêvant de fonder sa propre famille, Edward Newgate va alors traverser les mers et adopter les gamins qu'il rencontre, même lorsque ceux-ci sont les descendants de son ex-capitaine. Plaçant sa confiance en tous ses enfants, malgré sa puissance de destruction jamais atteinte depuis la mort de Roger, c'est bien son amour pour ses fils et ses filles qui faisait de lui un tel danger et l'un des plus grands personnages de l'histoire. Et l'équipage des Rocks ne nous a pas sorti qu'un mais bien deux rivaux du roi des pirates, puisqu'apparaissant aux côtés de Barbe Blanche, c'est l'unique homme s'étant échappé d'Impel Down tout seul, Shiki le Lion d'Or. Pirate dont la mentalité s'approche bien plus de celle de son capitaine que de celle de Newgate, c'est assez dingue de voir ce personnage prendre une telle importance dans l'histoire alors qu'il apparaissait au cinéma il y a plus de 10 ans. Les événements de son histoire pré-Strongworld étant canon, le Lion d'Or il y a 27 ans déclencha la bataille d'Edward face à Roger, résultant en sa défaite et un tout nouveau style capillaire. Ne mettant pas pour autant fin à sa carrière de pirate, alors que Roger se rendit à la marine, Shiki accomplit l'un des faits d'armes les plus stylés de l'histoire en attaquant Marineford à lui tout seul. Pour en ajouter, celui-ci, même après s'être fait capturer, a réalisé l'impossible en s'échappant seul d'Impel Down pour la première et unique fois depuis la création de la prison.
rendant ainsi sûrement canon son fruit du démon malgré les réticences d'Oda quant à celui-ci. Aujourd'hui encore sur les mers de One Piece existe un lion d'or capable de régner sur les cieux. Une chance que tous les anciens membres de cet équipage n'ont malheureusement pas connu, à l'image de Capitaine John. Apparaissant aux côtés des autres sur God Valley, si ce pirate est si connu, c'est pour ses accomplissements post-Xebec. Créant son propre équipage et surtout amassant des richesses phénoménales, c'est son avidité qui l'enverra dans la tombe, ne voulant pas partager son trésor avec ses camarades. Disparaissant alors avec son trésor, c'est des années plus tard seulement que le docteur Hawkback retrouva son cadavre jonché des lames de ses anciens compagnons. Le rafistolant alors et l'offrant à Gecko Moria, le légendaire Capitaine John servit de soldat au corsaire jusqu'à ce que celui-ci enlève son âme et le renvoie 6 pieds sous terre. Malgré tout cela, l'implication de John n'est peut-être pas terminée dans l'œuvre, puisque Luffy s'est échappé de Thriller Bark avec la carte au trésor de celui-ci, et aujourd'hui entre les mains de Baggy, la chance du clone lui permettra peut-être de réaliser encore quelque chose de très grand. Mais des anciens membres des Rocks transformés en zombies, il n'y en avait pas qu'un, loin de là. N'ayant même pas dévoilé pour la plupart leur nom ou encore leur histoire, il y a peu de temps dans un SBS, Eiichiro Oda nous a dévoilé l'identité de Gil Bastard. Plus précisément, il a confirmé sa présence dans One Piece et l'équipage des Rocks, puisque le pistolero est de base le protagoniste du one-shot d'Oda Wanted. Ayant un jour abattu un homme pour se protéger, Gil a depuis sur sa tête une prime, attirant toujours plus de chasseurs et donc de cibles pour lui à tuer. Sa prime étant montée jusqu'à 970 millions de berries, il est difficile de savoir si sa présence chez les Rocks officialise son passé dans le canon de One Piece. Ce qui est par contre bien dans l'histoire, c'est évidemment que Gecko Moria en a fait un de ses généraux zombies, avec potentiellement encore d'autres membres de l'équipage que l'on a vu sur God Valley et dont les designs sont très similaires à certains de Thriller Bark. Une autre anomalie de cet équipage des Rocks est évidemment Charlotte Linlin. Dans un groupe tout sauf uni et où la trahison est normale, Big Mom a adopté une posture bien différente des autres. Abandonnée par ses parents sur Elbaf et recueillie par l'horrible mère Carmel, celle-ci a de nombreuses reprises semé la destruction et la mort sur l'île des géants. Récupérant alors le fruit de l'âme au prix de la vie de tous ses amis, la jeune fille est approchée par un ancien pirate et chef cuistot nommé Streusen. Voguant alors tous les deux sur les mers et construisant ce qui deviendra Whole Cake Island, la future impératrice et son chef rejoignirent étonnamment l'équipage des Rocks. Avec déjà 500 millions sur sa tête et surtout des enfants, Big Mom a tout de même décidé de se joindre à l'Alliance de la Ruche. Était-ce alors pour les trésors, pour agrandir son royaume ou les fruits du démon? On ne sait pas, mais au final elle s'est retrouvée avec un petit frère en plus. Jeune moussaillon échappant continuellement à la marine depuis qu'il a été vendu par son pays, le jeune Kaido est invité à rejoindre l'équipage des Rocks par Barbe Blanche. Alors apprenti à la prime de 70 millions de berries, le futur roi des bêtes devient bien vite l'une des forces les plus dangereuses du groupe. De plus, celui-ci va fortement se rapprocher de Linlin, au point que celle-ci, lors de l'incident de God Valley, récupéra le fruit du poisson modèle dragon azur et lui offrit, menant à la naissance de la créature la plus forte du monde. Pour continuer dans le thème des empereurs, à la surprise de tout le monde, l'ancienne Mamignon faisait elle aussi partie des Rocks. Ancienne impératrice Kuja, Gloriosa a tout comme Hancock fini par succomber à la maladie de l'amour, mais à elle fuit l'île des femmes pour poursuivre son bien-aimé, potentiellement lui aussi membre des Rocks. Et tout autant que j'aime théoriser sur One Piece, je préfère me concentrer sur d'autres sujets que ça, puisqu'après tout, Gloriosa est surtout celle qui a recueilli les sœurs Gorgon fuyant leurs conditions d'esclaves. Alors mentor de la corsaire aux plus d'1 milliard de berries, l'ancienne a encore beaucoup de choses à nous révéler. Tout comme Miss Buckin d'ailleurs, membre du CP0, clone, mère de Weevil, pirate des Rocks, scientifique des Mads, femme de barbe blanche, Buckingham Stussy change d'équipe tous les 4 matins et impossible encore d'affirmer le moindre de ses propos. Née il y a 76 ans, la scientifique faisait partie des alliés de Rocks avant la fondation de l'équipage, ayant sûrement pendant ce temps-ci créé une relation avec Newgate. Après le démantèlement des Rocks, les deux n'ont plus été vus ensemble et Stussy a rejoint l'alliance des Mads formée par Vegapunk. Menant à la création d'un clone à son effigie, l'attaque d'Egghead par le gouvernement mondial nous a empêché d'en apprendre plus à ce sujet. Cette copie a-t-elle alors gardé les souvenirs de l'original? Existe-t-il des clones d'autres membres des Rocks? Et si oui, pourquoi avoir mis cela en place en premier lieu? Difficile d'obtenir la moindre réponse quant à cela après un Buster Call, mais la vraie Stussy pourrait nous en révéler plus si Marco venait à sauver son fils. Et enfin, il reste des cas un peu spéciaux. Lors du flashback de Kuma, alors qu'Oda nous choquait en nous montrant God Valley, on pouvait observer une case nous présentant les grands membres des Rocks.
Cependant, tous ne sont pas encore connus, l'identité de certains n'a pas encore été confirmée et d'autres n'ont aucune information disponible à leur propos. Il y a par exemple H d'Argent, pirate de grande renommée mais sur lequel on ne connaît rien, ou encore Ganzui, pirate contrebandier, et Don Marlon, un mystérieux gangster. Il y a aussi Wang Zi, au visage inconnu jusqu'au dernier chapitre, mais qui on le savait régnait sur la ruche après la mort de Xebec et jusqu'à l'arrivée de Barbe Noire. Et si je parlais de n'importe quel autre équipage, après les individualités, j'aurais adressé le groupe dans son ensemble, le lien qui en fait sa force. Mais ici on parle des Rocks. Xebec s'est inspiré de Davy Jones, pirate à la cruauté légendaire, il était donc logique pour lui que de commencer à fonder son équipe de mercenaires au Davy Backfight. Recrutant les autres uniquement selon leur puissance, le pire équipage du monde ne mérite pas vraiment ce nom puisqu'on n'a pas là un équipage. Toute figure profitant des situations et des statuts des autres pour en empocher plus, le petit élément ayant fait chuter les mercenaires les plus dangereux du dernier siècle, c'est l'unité. La comparaison la plus logique à faire des Pirates des Rocks, c'est évidemment avec l'équipage de Barbe Noire. Ayant organisé son propre Davy Backfight au fin fond d'Impel Down, Teach a lui aussi recruté uniquement sur la base de la puissance et d'un accord commun. Cependant, comme nous l'ont montré Katharina Devon et Van Augur sur Egghead, c'est bien pour réaliser la volonté de leur capitaine que ceux-ci agissent, à l'image d'un Zoro possédant comme Luffy la volonté d'un roi mais se battant avant tout pour protéger ses amis. Or, que ce soit Newgate, Shiki, Big Mom ou Stussy, aucun d'entre eux n'aurait risqué sa vie pour Xebec. C'est même ironiquement ce qui lui a directement causé sa fin avec l'alliance Roger-Garp, même si ça ne s'est sûrement pas passé exactement comme ça. Mais ça, faudra attendre les prochains chapitres pour espérer le découvrir. Un autre point assez intéressant avec ce groupe, c'est qu'en plus de ne pas vraiment être un équipage, ils sont loin d'être que de simples pirates. Caractérisés par Sengoku comme un groupe terroriste plus qu'autre chose, en voulant régner sur le monde, Xebec fait du gouvernement mondial le plus grand ennemi de son équipe. Échappant constamment à leurs griffes, tel notre protagoniste adoré, sa disparition de l'histoire est due à quelque chose de bien plus grand. Capable d'infiltrer Marie-Joie et la Chambre Fleurie à lui seul et accompagné de monstres capables de détruire le monde entier, les pirates de Xebec ont failli à plusieurs reprises faire tomber le gouvernement mondial. Agissant ainsi comme des révolutionnaires avant l'heure, malgré leurs vices, difficile de les voir comme de simples vilains terrorisant le monde. Entre l'incident de Marie-Joie et celui de God Valley, ça fait quand même deux événements notables à l'origine d'un fort basculement de l'équilibre du monde, et surtout côté GM. Je ne dis évidemment pas que Capitaine John ou Kaido avaient les ambitions de Dragon, mais avec leur violence et leur opposition au gouvernement, on peut les considérer comme des révolutionnaires avant celui-ci. Et pour conclure, One Piece est évidemment avant tout une histoire de volonté et d'héritage. Or, même en ayant été effacé de l'histoire, ce groupe a laissé sa marque sur les mers, avec évidemment l'avènement de Barbe Blanche, Big Mom et Kaido en tant qu'empereur, Shiki à Impel Down, John et son trésor, Gloriosa et les sœurs Gorgon, etc. Tel une bombe à retardement, cet équipage a partout sur les mers alimenté les braises de la Révolution, jusqu'à évidemment le descendant direct de celui qui a tout commencé, Rox D. Teach. Se cachant en prenant le nom de sa mère, l'affrontement face au fils du roi des pirates, Impel Down, Barbe Blanche, La Ruche, le fils suit parfaitement les traces de son père, et alors qu'on apprend que celui-ci a infiltré la Chambre Fleurie pendant qu'au présent Marie-Jo est en feu, le retour à la réalité peut nous réserver une sacrée surprise. Le premier à avoir péri et le dernier à voir sa volonté dominer sur les mers, mais aucune surprise puisqu'il l'a dit, il reviendra.